4 mai 2024. Interview plateau. Edward Arkwright. Bonjour Edward Arkwright, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes directeur général exécutif du groupe ADP. Alors le groupe ADP, bien évidemment, tout le monde le connaît. On va commencer par une question facile, si vous le permettez, pour vous remercier de votre présence aujourd'hui. De quoi s'agit-il exactement? Quelles sont les missions du groupe ADP exactement, en quelques mots? Bien, bonjour à tous. Donc, notre mission la plus difficile, c'est d'accueillir le monde, d'accueillir nos passagers, d'accueillir les compagnies aériennes et de faire en sorte que dans nos aéroports, à Paris, que vous connaissez, mais également dans 27 aéroports dans le monde, de Santiago du Chili à Delhi, Hyderabad, Daman, Antalya, en Géorgie ou que sais-je, vous soyez le mieux accueillis possible. Donc, cela sur tous les segments de l'activité, c'est-à-dire dessiner des aéroports, les concevoir, les exploiter de façon durable, et puis développer tous les services dont vous avez besoin, depuis ceux dont nous allons parler dans cette table ronde, jusqu'aux boutiques, aux restaurants, aux salons, au parking. Voilà. Accueillir le monde, recevoir le monde, un bien beau message, tiens, qui sonne terriblement d'actualité en ce moment. Quels sont les enjeux pour accueillir le monde pour le groupe ADP en ce moment, à l'aube des Jeux de 2024, qu'on appelle tous de nouveau, bien évidemment? Alors, le principal, on a 4 enjeux sur ces Jeux olympiques et paralympiques. Le premier, c'est que nous avons pendant cette période-là des passagers, comme vous et moi. Donc, nous en aurons plus de 200 000 par jour à Charles de Gaulle, plus de 90 000 à 100 000 par jour à Orly. Et même si c'est les Jeux olympiques et paralympiques, il ne faut pas oublier ces passagers. Le deuxième enjeu, ça va être d'accueillir la famille olympique et paralympique, les sportifs, les athlètes, les parathlètes, mais également toutes les organisations, les accrédités, enfin tous ceux qui voyagent, les 60 000 personnes qui seront accréditées et que nous accueillerons à ce titre. Le troisième enjeu, c'est les bagages. Et pour certains, c'est d'ailleurs le premier enjeu, mais bon, nous mettons quand même l'humain d'abord. Et le quatrième, c'est l'héritage. Et de ce point de vue-là, l'accessibilité est un élément majeur. Alors l'accessibilité, on va en parler justement. Les questions d'accessibilité, elles sont variées, elles sont variables, elles sont évolutives. Quelles sont les priorités d'après vous pour le groupe ADP, bien sûr, mais aussi pour vos collaborateurs, pour les compagnies aériennes, pour les prestataires? Quelles sont les priorités actuelles en matière d'accessibilité et d'accueil de tous? Alors, l'accessibilité, c'est d'abord un acte d'humilité et de modestie. Donc, tout mon propos est quand même frappé du coin de la modestie et de l'humilité. C'est-à-dire que nous savons très bien que nous avons un écart, parfois, entre la promesse, même si on s'emploie à le réduire, entre la promesse et la réalité vécue. Nous accueillons dans nos aéroports à Paris environ 100 millions de passagers par an. Dans ces 100 millions de passagers, 10% sont des personnes en situation de handicap visible ou invisible, et 1 à 2% de nos 100 millions de passagers demandent une assistance. Donc le premier enjeu pour nous, c'est d'abord de favoriser et de rendre possible l'autonomie. Rendre possible l'autonomie par un certain nombre d'équipements, mais aussi par un certain nombre d'informations. On pourra peut-être revenir dessus. Le deuxième, c'est de former et de sensibiliser nos collaborateurs. Et la préparation des Jeux olympiques et paralympiques a mis en évidence, dans la séance d'entraînement et dans la phase de préparation, a mis en évidence le défaut de formation et de sensibilisation à l'accueil de toutes les personnes, notamment en situation de handicap, et notamment sur les handicaps invisibles. Et puis après, il y a des actions plus emblématiques. Il y en a une qui mobilise beaucoup Augustin de Romanet, le PDG du groupe ADP, qui est la mise à disposition du fauteuil en passerelle, sur laquelle on pourra peut-être revenir. Oui. Il y en a une autre sur la question notamment du parcours, la question du sourire, le sourire même celui qui s'entend, et plus que celui qui se voit pour ceux qui ne peuvent pas le voir. Voilà, donc c'est peut-être quelques exemples que je viens d'évoquer. En tout cas, il y a une très forte sensibilisation, une très forte mobilisation qui dépasse les salariés du groupe ADP. Et je vais reprendre le propos d'humilité. ADP, c'est en termes de salariés à peu près 5% de ceux que vous allez croiser dans l'aéroport. Donc nous avons un rôle d'ensemblier, nous avons une responsabilité éminente par rapport aux autres. Et on essaye d'embarquer toute la communauté aéroportuaire dans ce beau projet.
Alors justement, dans le parcours de voyage d'une personne en situation de handicap qui côtoie, qui vit la différence, on sait bien qu'il y a des situations particulières, il peut y avoir des équipements particuliers, des procédures à connaître, à mettre en place, à appliquer pour le voyageur lui-même. Et vous parliez tout à l'heure d'un parcours, un parcours pris en compte notamment en termes de priorité. J'ai beaucoup aimé votre propos sur les proportions de passagers qui demandent l'assistance. On sait bien que handicap n'est pas nécessairement égal au fait de demander l'assistance. Parfois, le besoin n'y est pas. Comment est-ce que vous mettez en place la compréhension de tous ces éléments pour tous, par tous, et au sein justement des différents aéroports pour le parcours du passager? Écoutez, la préparation de ce grand événement nous a permis de reprendre l'ouvrage et de le remettre sur le métier. Je ne veux pas vous dire que rien n'avait été fait. Ça faisait déjà une dizaine d'années, notamment, ça fait 11 ans qu'Augustin Dormanet est PDG du groupe ADP, et ça fait 11 ans qu'il essaye de mobiliser, c'est un sujet qui lui est vraiment très cher, les équipes, avec un succès qui, de temps en temps, s'est traduit par des progrès visibles et de temps en temps par un certain relâchement. Donc on s'est entouré de nombreux conseils et on a mis en place également un comité avec plusieurs représentants de la grande famille des personnes en situation de handicap. On a également fait des comités d'experts, des comités d'usage. Bref, on a également mobilisé, on a un comité des parties prenantes pour ne pas se dire qu'on se parlait à nous-mêmes, mais qu'on essayait, au-delà des retours que nous faisaient les uns et les autres, d'avoir une action plus structurée. Quelques exemples. Les salles de change. Donc 3 aujourd'hui à Charles de Gaulle, 2 à Orly, 25 à terme. Deuxième exemple, le fauteuil en passerelle. Objectivement, c'est en accueillant une équipe venue pour les championnats de parathlétisme à Charletti en juillet dernier que je me suis rendu compte de l'enjeu, en fait. J'en avais entendu parler, mais de manière un peu littéraire, un peu rhétorique. Là, je l'ai vu. Voilà. Je l'ai vu et j'ai vu combien c'était absolument fondamental pour un certain type de personnes en situation de handicap. Troisième exemple qu'on peut donner, la question des espaces, notamment les espaces canins, oui, qui n'étaient absolument pas pris en compte dans nos process ou très, très mal. Pour les chiens guides et chiens d'assistance. Exactement. Quatrième exemple, celui des boucles magnétiques qui permettent de renforcer ou de donner un certain nombre d'informations pour des personnes en situation malentendante. Ce projet-là est plutôt devant nous que derrière nous d'ailleurs, et c'est un sujet sur lequel on est, autant sur les autres, on a à peu près tenu nos délais, autant sur celui-là on est un peu en retard. Le cinquième exemple, la refonte du site internet nous permet de le remettre au goût du jour en matière d'accessibilité. Il sera ouvert à la fin du premier semestre 2024. Justement pour pouvoir le faire. Et on sait combien l'interface entre le site internet de l'aéroport, en l'occurrence ADP, mais ça peut être le cas pour n'importe quel aéroport, et les services qui sont les services que vous commandez sur les sites des compagnies aériennes ou à l'occasion de l'achat de votre billet d'avion, cette interface-là est mauvaise. Voilà, tout le travail sur les interfaces qui a été évoqué dans la table ronde précédente, je ne reviens pas dessus, est absolument fondamental. Dernier exemple, juste les postures. Bonjour ou bon, déjà, bonjour. Bonjour ou bonjour, je suis l'agent d'assistance. Le sourire, le fait d'être à l'écoute sur le fait de se dire qu'on va peut-être avoir besoin de s'arrêter ici ou de s'arrêter là. La question importante mais difficile à résoudre dans les modèles économiques actuels de la rupture de charge, voilà, je les cite un peu à la volée, mais c'est tous ces sujets-là sur lesquels nous essayons de progresser. Vous avez cité l'élément qui a été une révélation pour vous, du fauteuil directement accessible depuis la passerelle. Pour reprendre cet exemple qui, pour moi, emporte plusieurs en lui-même, qu'est-ce que ça implique de mettre ça en place? Est-ce que ADP est le seul acteur, le seul décisionnaire de tout ça? J'imagine bien que non. Qu'est-ce qui est impliqué quand on veut s'attaquer à un sujet vaste comme celui-là? Alors, un peu comme dans les autres, vous avez une communauté mobilisée, donc vous devez être convaincant. La meilleure force de conviction, c'est celle de vos clients. Donc on essaie de mobiliser des figures un peu emblématiques des personnes en situation de handicap pour justement montrer ou faire témoigner de l'importance du sujet.
D'ailleurs, c'est pas sur le fauteuil en passerelle, remercier Ludivine Munoz qui a énormément œuvré à Orly pour transmettre un certain nombre d'expériences vécues et le faire de façon constructive en se montrant également à l'écoute. Voilà. Donc, vous devez témoigner, vous devez sensibiliser. La deuxième chose, c'est que vous devez faire en sorte que tout le monde avance au même pas. Dans le cas du fauteuil en passerelle, vous avez besoin du gestionnaire d'infrastructures aéroportuaires que nous sommes, qui va notamment équiper en élévateur, en ascenseur, pour pouvoir faire en sorte que ce fauteuil, pour en tout cas les plus lourds d'entre eux, puisse être élevé et rabaissé au niveau du sol pour ensuite être embarqué. Vous avez évidemment le prestataire d'assistance en escale, et puis vous avez la compagnie aérienne. Et si vous n'avez pas ces trois acteurs en même temps, s'il en manque un seul, la personne en situation de handicap n'aura pas son fauteuil en passerelle ou ne pourra pas le laisser en passerelle. Quel moyen a celui qui est en situation de handicap pour savoir que seront impliqués tous les personnels qu'il va croiser sur son chemin? Je pense notamment au personnel de sécurité. Je ne crois pas vendre trop la mèche en parlant de turnover sur certaines professions. Comment être certain que la formation suivra et sera le seul référentiel de l'humain qu'on va croiser sur son chemin? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes sensible? Alors, la personne en situation de handicap, aujourd'hui, elle ne pourra pas en être certain. Et chez nous, le fait qu'il y ait dans nos aéroports, par exemple, pas beaucoup d'usage du cordon tournesol ou autre, fait que du coup, c'est un peu plus difficile. En revanche, nous, notre rôle, c'est d'essayer de faire en sorte que les objectifs ou les ambitions que je viens d'évoquer, les résultats soient au rendez-vous de ces ambitions, pardonnez-moi. Donc vous avez plusieurs moyens pour ça. Il y a le moyen évidemment de la contrainte, qui est généralement pas le bon moyen, mais qui est une base de départ de négociation. Je pense au fait d'inclure un certain nombre de formations et de sensibilisation dans les manuels de l'aviation civile, le fait de les inclure comme des formations obligatoires dans les cahiers des charges de nos prestataires. Voilà, là on est dans la contrainte. Ensuite, vous avez le fait que la confiance n'excluant pas le contrôle, le contrôle peut exister, donc ce sont des visites mystères, prévues d'ailleurs de façon contractuelle ou pas. C'est évidemment l'attention et voir le coup de projecteur porté sur quelques situations inacceptables, et il y en a qui du coup malheureusement elles existent encore, mais heureusement, elles nous permettent de faire progresser l'ensemble du système en capitalisant sur ces situations inacceptables. Je rappelle que 95% des personnes qui utilisent l'assistance dans nos aéroports se disent satisfaites. Ça veut donc dire qu'il y en a 5% d'insatisfaites, ce qui est insupportable pour les 5% insatisfaites. Voilà, donc ce sont des moyens de ce type. Et puis, le meilleur, à mon avis, c'est la rencontre humaine. J'évoquais le travail de Ludivine Munoz, je pourrais évoquer celui d'autres personnes. Quand elle témoigne, elle fait plus que toutes les contraintes que je peux évoquer. Pour conclure, Édouard Arkwright, avec vous aujourd'hui sur ce sujet, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la mission que vous avez en agglomérant un peu toute cette motivation, en rassemblant tous ces acteurs, les compagnies aériennes, les prestataires, on en parlait tout à l'heure, autour de cet objectif? Quelle est la mouvance aujourd'hui? Est-ce que vous avez le sentiment d'être un peu précurseur, ou est-ce que chacun entend cette vérité, chacun à sa manière? Est-ce que chacun prend son rôle finalement? Alors là aussi, je crois qu'il faut vraiment être le plus humble possible. En la matière, moi je sens depuis quelques mois un vrai changement d'état d'esprit. Et le vrai changement d'état d'esprit, il s'est déroulé le 19 décembre. Il était perceptible, pardonnez-moi, le 19 décembre 2023. Le 19 décembre 2023, nous avons réuni à l'invitation du préfet de la région Île-de-France, en présence d'Amélie Oudéa-Casséra et de Clément Beaune, alors ministre des Transports, tous les grands dirigeants de la communauté aéroportuaire autour de ces sujets. Et on a vu ce jour-là se passer quelque chose. C'est-à-dire, on n'était plus seulement chez les personnes qui sur le terrain agissent, mais également leurs chefs. Leurs chefs, ça veut dire ceux qui payent et qui commandent les prestations, et ceux qui les réalisent. Et ils ont compris la demande sociétale associée à ça. Mais au-delà de la demande sociétale, ils ont compris l'utilité pour nos métiers. D'abord pour nos clients, parce que vous êtes nos clients, mais également parce que finalement, le fait d'avoir d'abord un discours sur l'autonomie et ensuite sur l'assistance, ça fait progresser tout le monde. Et ce n'est pas un sujet pour 1%, ce n'est pas un sujet pour les 10%, c'est un sujet pour tous nos passagers. Si nous améliorons l'accueil et l'accessibilité
de toutes les personnes en situation de handicap, visible ou invisible, nous améliorerons l'accueil et l'accessibilité pour tous nos passagers. Je crois que le mot de la fin est dit. On peut vous remercier en tout cas, Edouard Arkwright. Merci beaucoup pour ce témoignage aujourd'hui, pour votre présence aussi qui en dit énormément. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Bientôt la 3e table ronde. En tout cas, merci beaucoup.